Un policier l'a traité de criminel. Il s'avère qu'il était le petit-fils du juge. Amir Wells, 17 ans, ne se démarquait guère. Il préférait cela. Il appréciait le calme des espaces discrets, le fond de la classe, le bord de la cafétéria, le siège côté fenêtre du bus de 7h10 de Southbridge pour Lincoln High. Sa routine était simple, sans prétention, mais elle le réconfortait. Chaque matin, avant le lever du soleil, il rangeait son carnet de croquis dans son sac à dos, enfilait son sweat à capuche et marchait jusqu'à l'arrêt de bus, écouteurs aux oreilles. Tandis que le monde défilait au rythme des klaxons et des bavardages matinaux, Amir s'y atténuait grâce à une douce musique de piano et à la texture familière du papier attendant les traits de crayon. Dans le bus, il observait les gens plus qu'il ne les écoutait. Il y avait une femme en tenue d'hôpital qui tenait toujours une thermos dans une main et un masque de sommeil dans l'autre. Un couple d'adolescents était assis 3 rangées plus loin la plupart du temps, chuchotant et riant, toujours main dans la main. Et puis il y avait des inconnus, des visages avec des histoires qu'il ne connaîtrait jamais. Amir n'avait pas besoin de les connaître. Il avait juste besoin de les esquisser. L'épais carnet à spirale ne le quittait jamais, et les doux traits de graphite étaient sa façon de figer le monde, même l'espace d'un instant. Yeux, sourcils, la courbe d'un sourire qui s'estompait trop vite. Il capturait tout, silencieusement, invisiblement. À l'école, Amir évoluait dans les couloirs comme une ombre. Il n'était pas populaire, mais il n'était pas solitaire non plus. Il avait quelques amis, Jalène du cours d'art plastique, Malik de l'arrêt de bus. Mais il gardait la plupart de ses pensées pour lui. Les professeurs l'appréciaient parce qu'il écoutait. Ses camarades le respectaient parce qu'il ne dérangeait personne. Certains l'appelaient « le garçon qui dessine tout », un surnom qui ne le dérangeait pas. Au contraire, cela le faisait sourire intérieurement. Il ne cherchait pas à être vu. Il essayait de voir tout le reste. Après l'école, Amir s'arrêtait souvent à la bibliothèque municipale. C'était plus calme que chez lui et ça sentait le papier et la vieille moquette. Il était bénévole le samedi, aidant la bibliothécaire pour enfants à organiser l'heure du conte ou à organiser le matériel artistique pour les ateliers du week-end. Les plus jeunes l'adoraient. Il s'asseyait par terre avec eux, dessinant des versions humoristiques de leur visage, puis leur tendait la page comme un cadeau. Certains enfants revenaient chaque semaine simplement pour demander « Peux-tu me redessiner ?» Il disait toujours oui. Les adultes le remarquaient à peine. Mais les enfants, oui. C'était suffisant. À la maison, Amir vivait avec sa mère, Keisha, et son grand-père, Arthur. Keisha travaillait de nuit à l'hôpital du comté, partant au coucher du soleil et rentrant juste au moment où Amir se préparait pour l'école. Elle dormait presque toute la journée et faisait de son mieux pour rester éveillée pendant le dîner. Parfois, elle y arrivait, parfois non. Arthur, que tout le monde dans le quartier appelait Monsieur Wells, était autrefois bibliothécaire en chef de la succursale de Westside. Aujourd'hui, à la retraite, il passait la plupart de ses journées à lire, à boitiller dans la maison avec sa canne et à gronder les informations à la télévision. Lui et Amir avaient leur propre routine. Dîner tranquille, mots croisés, partie d'échecs le week-end qu'ils ne prenaient pas trop au sérieux. Arthur ne le disait pas souvent, mais Amir sentait qu'il en était fier. Leur maison était modeste. Le revêtement avait pâli avec le temps et le porche craquait sous le vent. Mais elle était propre, chaleureuse et pleine de petits détails qui la rendaient unique. Une photo du défunt père d'Amir sur le mur du couloir, un vieux tourne-disque encore en état de marche, des dessins collés au réfrigérateur. La chambre d'Amir était petite, son bureau encombré de crayons, de gommes et de livres d'art. Au mur, des portraits étaient soigneusement alignés. Des professeurs, des chauffeurs de bus, des inconnus du parc, un garçon en pleurs devant un tribunal qu'Amir avait vu un jour aux informations. Il l'avait dessiné lui aussi. 2 semaines avant les examens, tout changea. C'était la fin de l'après-midi, le ciel virant à l'orange avec le soleil couchant. Amir venait de terminer un atelier d'art à la bibliothèque.
Ses mains étaient encore couvertes de poussière de crayon lorsqu'il remonta son sweat à capuche et jeta son sac à dos sur son épaule. Il prit son chemin habituel pour rentrer chez lui, qui le menait par Westbrook Plaza. C'était un raccourci courant. Un grand espace ouvert avec des bancs, des stands de nourriture et des pigeons qui semblaient ne jamais partir. Ce jour-là, cependant, quelque chose semblait différent. Il y avait moins de monde que d'habitude. Une femme le dépassa en courant, murmurant quelque chose dans son téléphone. Un homme à un stand de sandwich rangea rapidement ses affaires et regarda par-dessus son épaule à plusieurs reprises. Amir ralentit, incertain. Puis le bruit de pneus crissant retentit. Une voiture de police tourna au coin de la rue, gyrophares allumés, mais pas de sirène. Elle s'arrêta brusquement devant lui. La portière s'ouvrit avant même que la voiture ne s'immobilise complètement, et un policier grand et large en sortit, la voix sèche et autoritaire. « Main bien en vue !» aboya-t-il, tendant déjà la main vers le taser à sa ceinture. Amir se figea. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait rien fait. Il dessinait simplement. Il venait de finir d'aider des enfants à peindre leur super-héros préféré. Déconcerté, il leva lentement les mains, son carnet de croquis légèrement coincé sous le bras. Une brise caressait les pages, feuilletant les portraits comme pour plaider sa cause. L'agent ne le remarqua pas. Son badge indiquait « Dreyer ». Amir essaya de parler. Il voulait expliquer, demander ce qui n'allait pas. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Dreyer s'était rapproché, l'avait attrapé par le bras et l'avait plaqué contre le capot de la voiture. Le carnet de croquis heurta le trottoir, ouvert sur le dessin d'une fille souriante tenant un ballon. Le visage d'Amir était pressé contre le métal froid. Les menottes étaient serrées, lui mordant les poignets. Il sentait ses jambes trembler, non pas de culpabilité, mais de peur. Il répétait sans cesse la même chose. « Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » Autour d'eux, quelques personnes avaient commencé à filmer. Une femme a crié à l'agent d'arrêter. Une autre a demandé ce que le garçon avait fait. Mais Dreyer ne s'est pas arrêté. Il a envoyé un message radio, disant qu'il avait un suspect en garde à vue. Quand Amir a essayé de relever la tête, l'agent l'a repoussé. Tout le trajet jusqu'au poste de police a été flou. La voiture sentait la sueur et le vinyle. Amir était assis à l'arrière, les poignets brûlants, la vue brouillée. Son téléphone a vibré une fois dans sa poche. Probablement sa mère se demandait où il était. Il avait envie de crier. Il voulait disparaître. Cette nuit-là, ils l'ont arrêté. Inculpé. On lui a pris ses empreintes digitales, comme s'il était un criminel de carrière. Quelqu'un lui a tendu une feuille imprimée avec son nom, sa date de naissance et 2 chefs d'accusation. Vol et résistance à l'arrestation. Il ne comprenait même pas comment ces mots s'appliquèrent à lui. En cellule de détention, il était assis seul sur un banc froid, les yeux rivés au sol. Au fond de lui, il repensait à son carnet de croquis. Quelqu'un l'avait-il ramassé, ou s'il traînait là, oublié et piétiné? Il pensait aux enfants de la bibliothèque, aux pages qu'il avait l'intention de terminer, aux dessins qu'il avait commencé d'Arthur faisant la sieste dans son fauteuil. Plus rien n'avait de sens. Le lendemain matin, les informations parlèrent déjà de l'histoire. Adolescent surpris en train de fuir une scène de crime. Suspect arrêté près du lieu du vol. Arrestation rapide par un policier local. Personne n'a parlé du carnet de croquis. Personne n'a parlé de la vidéo où on le voit pleurer et implorer sa compréhension. Personne n'a demandé pourquoi un garçon désarmé, connu pour dessiner et donner des cours particuliers, braquerait une bijouterie. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste supposé. Ils ont juste rempli les blancs avec peur et suspicion. À l'école, personne ne le regardait dans les yeux. Les professeurs évitèrent son nom lors de l'appel. Ses amis ne lui ont pas envoyé de message. Sa place dans le bus est restée vide. À la fin de la semaine, Amir Wells était passé du statut d'artiste invisible à celui de suspect de la une des journaux. Et le monde dans lequel il évoluait autrefois discrètement, inaperçu, semblait désormais l'observer avec des yeux plissés et des questions murmurées. Sa vie normale était terminée.
Soudain, tout a basculé, brutalement, rapidement et injustement. Le premier jour d'Amir au tribunal pour enfants lui donna l'impression d'entrer dans la gueule du loup. Les murs du palais de justice étaient hauts, froids et gris, s'étirant vers le haut comme s'ils pouvaient absorber le son. Le couloir sentait le vieux bois et le papier. Chaque pas résonnait trop fort. Tandis qu'Amir suivait l'huissier jusqu'à la salle d'audience, il gardait les yeux baissés, les mains serrées, essayant de ne pas trembler. Son sweat à capuche avait été troqué contre une chemise boutonnée et raide que sa mère avait repassée la veille, ses doigts tremblants tout le temps. La porte du tribunal s'ouvrit dans un grognement, et il eut l'impression de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais franchir. Il était assis à côté de son avocat, commis d'office, Mullister, un homme mince, aux yeux fatigués, une mallette pleine de notes qui semblait ne jamais s'arrêter de bouger. Mullister se pencha et murmura des instructions trop vite, des mots qui flottaient aux oreilles d'Amir comme des feuilles dans l'eau, des choses sur le comportement, sur l'attente avant de parler, sur la confiance dans le processus. Mais Amir ne pouvait se concentrer que sur la lourdeur de la pièce, la façon dont tous les regards semblaient le regarder à travers lui, plutôt que sur lui. De l'autre côté de l'allée était assis l'agent Ronald Dreyer, son uniforme impeccablement repassé, son badge poli et brillant. Son visage ne trahissait ni le stress ni l'incertitude qu'Amir ressentait. Derrière lui était assis son chef de commissariat, un homme trapu en costume marron, qui ne cessait de murmurer à l'avocat de la ville assis à ses côtés. Ensemble, ils formaient un mur bleu, une démonstration discrète de pouvoir. Lorsque le regard de Dreyer croisa brièvement celui d'Amir, il n'y eut aucune excuse, aucun regret. Seulement la confiance de quelqu'un qui croyait déjà que l'issue était écrite. L'accusation ne perdit pas de temps à façonner sa version des faits. Ils décrivirent Amir comme une figure connue du quartier, quelqu'un qu'ils voyaient souvent flâner, fixant parfois les vitrines des magasins, toujours quelque chose sous le bras. Ils soulignèrent sa tendance à errer, un mot qu'il répétait comme un tambour, errant près des écoles, errant près des commerces, errant trop près d'endroits où il n'avait apparemment pas sa place. La salle d'audience entendit des expressions comme posture suspecte, mouvement furtif et comportement inexpliqué. Ils le dirent d'une voix claire et chaussée de chaussures cirées, comme s'il ne s'agissait pas d'un adolescent de 17 ans, mais d'une théorie. Amir n'avait jamais eu d'ennui auparavant, pas de retenue, pas de bagarre, pas même un seul retard au cours de l'année écoulée. Mais le juge, Albert Monahan, en fit à peine mention. Homme d'un certain âge, sévère, à la moustache argentée épaisse et aux rides profondes creusées au front, Monahan garda un silence pesant qui ressemblait à un jugement avant même le début du procès. Son regard parcourut les notes de l'accusation plus que le visage d'Amir. Son marteau frappa le bureau comme un avertissement. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, aucune place à l'incertitude. Sa réputation le précédait. Il était connu pour sa fermeté envers les jeunes délinquants et pour ne jamais leur accorder de seconde chance. Au fur et à mesure que le procès se poursuivait, l'attention autour de l'affaire grandissait. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire. Certains journalistes employèrent des termes comme « justice expéditive » et « travail policier héroïque ». D'autres ne montraient que le procès-verbal officiel de la police et une vieille photo d'Amir, les yeux baissés, carnet de croquis à la main, tiré d'un bulletin scolaire. Rares étaient ceux qui s'enquéraient de sa version des faits. La version d'Amir présentée à la ville était celle d'un autre, dessinée par la peur et l'hypothèse. Pourtant, tout le monde ne restait pas silencieux. Des militants associatifs commencèrent à apparaître devant le tribunal, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Laissez-le parler » et « Les carnets de croquis ne sont pas des crimes ». Leur chant était discret mais constant, devenant de plus en plus fort au fil des jours. Dans la salle d'audience, les choses avançaient lentement. Les preuves tardaient à être recueillies. Les images de la caméra corporelle de l'arrestation de Dreyer restaient indisponibles pour des raisons techniques.
et il n'y avait aucune trace du carnet de croquis dans le rapport officiel de l'agent, pas même une mention de sa chute. M. Lister s'enquit gentiment des incohérences dans la déclaration de Dreyer. Il tenta de soulever des questions sur la chronologie, le mobile, l'identité. Mais à chaque fois, il se heurta à des objections, des interruptions et au regard plissé du juge Monahan. Puis vint le moment qui fit craquer quelque chose. Un flashback qu'Amir ne s'attendait pas à ce que quiconque conne. 14 jours avant le procès, Dreyer avait été appelé à Westside Avenue, le quartier où Amir passait la plupart de ses week-ends de bénévolat. Un groupe d'enfants jouait dehors près du trottoir. Des dessins à la craie jonchaient le trottoir. Dreyer était arrivé suite à une plainte pour tapage et avait commencé à crier aux enfants de s'éloigner. Un garçon âgé de 9 ans à peine avait murmuré quelque chose. Dreyer avait répliqué en jurant. C'est alors qu'Arthur Wells, le grand-père d'Amir, avait surgi de son perron, canne à la main, et avait exigé que l'agent parle avec respect. L'atmosphère s'était alors tendue, la rue figée par la tension. Arthur n'avait pas crié. Il n'en avait pas besoin. Il avait demandé à Dreyer si son badge lui donnait le droit d'effrayer les enfants. Il avait dit que Southbridge avait suffisamment peur, sans que la police n'en rajoute. Il avait demandé à Dreyer s'il se souvenait de ce que signifiait protéger et servir. Dreyer n'avait pas répondu. Il était parti sans un mot, mais son regard était resté froid, sa mâchoire serrée. Arthur le regarda partir. Ce que personne ne réalisa, c'est que toute la scène avait été enregistrée discrètement, silencieusement, par une caméra de sécurité installée en hauteur sur un lampadaire d'angle. Sa lumière rouge clignotait sans interruption, inaperçue. De retour au tribunal, ce moment n'avait pas encore été évoqué, mais la présence de quelque chose sous-jacent, quelque chose de personnel, commençait à se faire sentir. M. Lister semblait plus tendu pendant les contre-interrogatoires. L'accusation se fit plus vive, plus prompte à couper court aux questions. Le juge rejeta les requêtes avec moins de mots, et Amir commença à avoir l'impression que son histoire était en train de se fondre dans quelque chose de plus grand que lui, quelque chose d'invisible, façonné par des mains qu'il ne pouvait voir. Puis, le 3e jour du procès, tout bascula. Cela se produisit juste avant la pause de l'après-midi. La salle d'audience était bondée. Les journalistes au fond, l'équipe de Dreyer au premier plan, et la mère d'Amir agrippée au bord de son siège, comme si elle allait s'envoler. Le juge Monahan s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes. Il paraissait fatigué pour la première fois. Il annonça que l'affaire était réattribuée. Il invoqua un conflit d'intérêts dont il n'avait pas eu connaissance auparavant. Aucun détail ne fut donné. Il se leva, se retourna et quitta la salle d'audience sans un mot. Des murmures fusèrent aussitôt dans la salle, ondulant comme le vent dans les hautes herbes. Les journalistes se penchèrent. Dreyer se raidit. M. Lister cligna des yeux et griffonna quelque chose dans ses notes. Amir se contenta de fixer le tribunal, perplexe, incertain de ce qui venait de se passer de bon ou de mauvais. La porte s'ouvrit à nouveau. Une autre juge entra, plus jeune celle-ci, posée et posée. Elle portait une robe noire, la même que Monahan, mais avec une tenue différente. Quelque chose en sa présence calma la salle. Son nom était inscrit sur la plaque. Juge Rebecca Wells. Elle s'assit, examina le dossier posé devant elle, puis leva les yeux pour croiser ceux d'Amir. Son expression ne changea pas, mais quelque chose brilla dans son regard. De la reconnaissance, pas de la surprise, quelque chose de plus profond. Elle s'exprima clairement, d'une voix assurée, même si ses paroles provoquèrent un choc dans la salle. Le tribunal reconnut que de nouvelles preuves avaient été présentées concernant la relation entre l'accusé et un membre du tribunal. L'accusé, Amir Wells, était son petit-fils. Des exclamations s'élevèrent. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Dreyer tourna brusquement la tête. La mère d'Amir se couvrit la bouche. Et Amir, il ne pouvait plus bouger. Impossible de parler. Impossible de respirer pendant un instant. Tout changea. En un instant,
la salle d'audience ne se résuma plus seulement au bien et au mal. Il s'agissait désormais de sang, d'histoire, de silence et de vérité. L'histoire n'était plus seulement juridique, elle était personnelle. Les lignes invisibles qui avaient refaçonné la vie d'Amir avaient enfin refait surface. Et derrière le tribunal se trouvait désormais quelqu'un qui non seulement connaissait son nom, mais le partageait. La juge Rebecca Wells avait passé des années à enfouir des pans de son passé. Sa carrière s'était construite sur des limites strictes, des frontières précises entre vie personnelle et vie professionnelle, entre vie personnelle et vie judiciaire. Elle n'avait pas parlé à son frère depuis plus de 10 ans, pas depuis la violente dispute qui avait divisé leur famille après la mort du père d'Amir. Elle se souvenait encore du son de sa voix la dernière fois qu'ils avaient parlé, furieuse, fatiguée, définitive. Elle n'avait plus jamais revu Amir après ce jour-là. Elle connaissait son nom, avait vu une photo, mais ne s'était jamais autorisée à chercher plus loin. Il était plus facile d'avancer. Elle était assise derrière le banc tandis que la salle d'audience se remplissait d'une tension sourde. L'air était âcre, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'accusation ne perdit pas de temps à contester sa présence, déposant une requête en récusation avant même qu'elle n'ait réglé le dossier devant le tribunal. Ils invoquèrent conflit d'intérêts, partialité, liens familiaux. Rebecca ne sourcilla pas. Elle reconnut leurs liens mais affirma clairement sa position. Elle ne se retirerait pas. Sa voix tranchait avec le brouhaha comme une ligne nette. Elle était là pour garantir que justice soit rendue et non ignorée. Et elle la mènerait à bien. Sa décision fit des vagues dans tout le bâtiment. Le procureur de la ville chuchota avec le capitaine Hearst, qui avait élu domicile dans la galerie. Dreyer était assis à côté d'eux, le visage impassible, le regard fixe devant lui, la confiance des premiers jours commençant à s'effriter. Dehors, les manifestants brandissaient des pancartes plus haut. Les journalistes se penchèrent plus près. Ce qui avait semblé être un simple procès pour mineurs se transformait en quelque chose de plus profond, de plus vaste et de bien plus dangereux. Melister, l'avocat commis d'office d'Amir, a réagi rapidement. Avec le soutien de Rebecca, il a déposé une requête en admission de nouvelles preuves. Parmi les dossiers figurait un enregistrement téléphonique pris par un témoin le jour de l'arrestation d'Amir. Un enregistrement que les enquêteurs initiaux avaient omis d'inclure. Mais surtout, il y avait un fichier numérique envoyé par un groupe de surveillance de quartier. Il était granuleux, mais suffisamment clair. On y voyait l'agent Dreyer crier sur un groupe d'enfants à Southbridge 2 semaines avant le braquage. On y voyait Arthur Wells s'avancer, calme mais ferme, exigeant que Dreyer parle avec respect. On y voyait Dreyer jurer à voix basse en se détournant. Le timing était incontournable. La rencontre avait eu lieu 13 jours seulement avant que Dreyer ne menotte le petit-fils d'Arthur. La salle d'audience était silencieuse pendant la diffusion de la vidéo. Et à la fin, tous les regards se tournèrent vers Rebecca. Elle décréta un huis clos. Derrière ces lourdes portes, en présence des seules personnes essentielles, elle autorisa une demande officielle d'accès aux images de la caméra corporelle de Dreyer, délivrée par l'État et stockée sur les serveurs du département. C'était une démarche risquée. Elle dépasserait le cadre du tribunal. Elle nécessiterait la coopération des services municipaux, de la criminalistique numérique et des équipes fédérales de conformité des données. Mais elle l'a signée d'une main ferme. Ce soir-là, la situation s'est assombrie. M. Lister a reçu une visite inattendue. Un membre du conseil local, avec qui il avait travaillé dans le milieu juridique pendant des années, l'a abordé discrètement dans un parking, lui faisant part de ses inquiétudes quant à ses choix dans l'affaire. Ce membre du conseil a clairement indiqué qu'une procédure de radiation pourrait être engagée si Lister persistait à insister. Il a mentionné des liens avec le capitaine Hearst. Lister est revenu au tribunal le lendemain, les yeux creusés et une clé USB en poche, au cas où. Les archives numériques du tribunal ont subi une panne mystérieuse. Plusieurs requêtes, transcriptions et horodatage de preuves
ont disparu du système pendant la nuit. Le service informatique a signalé un problème technique, mais le timing était difficile à croire. Les manifestants devant le palais de justice ont reçu l'ordre de se disperser, accusés de rassemblement non autorisé, et plusieurs ont été cités à comparaître pour intrusion. Les médias locaux ont interrompu la diffusion intégrale du procès, le réduisant à des titres et des extraits sonores. Dans la salle d'audience, de petits détails ont commencé à ressembler à des avertissements. Le courant a été coupé à 2 reprises pendant le contre-interrogatoire d'Amir. Les microphones ont été coupés pendant près de 15 minutes. Quelqu'un a déposé sur le bureau de M. Lister un dossier qui ne lui appartenait pas. Il était rempli de dossiers divers et variés, aucun concernant Amir. Mais malgré tout, la vérité avait déjà commencé à éclater. Et une fois commencée, il était difficile de l'arrêter. Amir a témoigné. Il s'est redressé, les mains sur les genoux, le regard clair mais lourd sous le poids de tout ce qu'il avait porté. Rebecca l'observait attentivement depuis le banc, mais son visage était impassible. C'était son histoire à raconter. Il a d'abord parlé lentement, décrivant son quotidien. Les trajets en bus, les croquis, les visages de ceux qui ne l'avaient jamais remarqué. Il leur parla de la bibliothèque, des enfants assis à côté de lui, les doigts tachés de peinture, qu'il appelait « Monsieur Amir », comme s'il était quelqu'un d'important. Puis il évoqua ce jour-là. Il décrivit la place, la brise qui tournait les pages de son carnet de croquis, la confusion à l'arrivée de la voiture de patrouille. Il décrivit la peur, la pression de la capuche contre sa joue, la façon dont les menottes lui mordaient les poignets. Il ne pleura pas. Il n'éleva pas la voix. Mais la salle d'audience était silencieuse pendant qu'il parlait. Il leur raconta qu'il traversait cette place chaque semaine, qu'il ne courait pas, qu'il ne se cachait pas, qu'il dessinait des visages, pas qu'il volait des montres. Il dit que Dreyer ne le voyait pas, il voyait ce qu'il voulait qu'il soit, et à cet instant, sa voix porta. Puis ce fut le tour de Dreyer. Il entra à la barre des témoins, vêtu du même uniforme impeccable, la même attitude assurée. Mais cette fois, il y avait une hésitation dans ses paroles. Il répondit lentement aux questions, puis plus vite, puis plus rien. Interrogé sur la disparition du carnet de croquis, il affirma ne pas se souvenir d'en avoir vu un. Lorsqu'on lui demanda pourquoi le rapport d'arrestation ne correspondait pas aux images des témoins, il hésita. Et puis, M. Lister a produit la dernière carte, les images restaurées de la caméra corporelle. Il avait fallu près d'1 semaine pour que la demande fédérale soit traitée. Elle avait été retardée, signalée, réacheminée, mais elle est arrivée. Le fichier s'est chargé à l'écran et la salle d'audience était restée immobile pendant le début de la lecture. On y voyait tout. Dès que Dreyer est descendu de sa voiture de patrouille, la caméra a clairement filmé Amir, son carnet de croquis à la main, les mains levées. L'audio a capté Amir disant qu'il n'avait rien fait. Les images montraient Dreyer avançant sans hésitation, l'attrapant, lui tordant le bras, le plaquant contre le capot. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun doute, aucune hésitation. Et puis, clair comme le jour, Dreyer a murmuré dans sa barbe. « J'en ai encore un. » Cette réplique a fait l'effet d'un coup de marteau. La galerie a explosé. Quelqu'un a crié au fond. Les journalistes se sont précipités. Dreyer est resté figé, la bouche ouverte, incapable d'expliquer ce que tout le monde venait d'entendre. Même le capitaine Hearst se détourna. La salle d'audience avait basculé. Le vent avait tourné. Cette vidéo était la clé. Et la salle d'audience explosa. Le dernier jour du procès commença avant le lever du soleil. Devant le palais de justice, une foule grandissante s'était déjà rassemblée, emmitouflée dans ses vestes et brandissant des pancartes faites main au-dessus de leur tête. Certains étaient des étudiants, d'autres des enseignants. D'autres encore étaient des voisins de Southbridge qui se souvenaient d'Amir à la bibliothèque ou à l'arrêt de bus. D'autres encore ne l'avaient jamais rencontré, mais avaient vu les images, lu les gros titres ou entendu ses paroles résonner sur les réseaux sociaux et les émissions du soir.
Ils restèrent côte à côte, en silence, tandis que les caméras tournaient et que les micros s'allumaient. Des cars de reportage bordaient le trottoir. Les journalistes parlaient à voix basse. L'histoire avait dépassé son stade initial. Il ne s'agissait plus seulement d'un garçon et d'un badge. La question était de savoir si le système pouvait voir ce qu'il ignorait si souvent. À l'intérieur, la salle d'audience avait été préparée pour ce que chacun savait être une longue journée. Les bancs étaient pleins. La galerie vibrait d'une tension sourde. Le bourdonnement des caméras emplissait les recoins. Les forces de sécurité avaient triplé, alignées le long des murs du fond et surveillant chaque porte. Mais ce n'était pas la peur qui emplissait l'espace. C'était l'impatience. Chaque siège était occupé, chaque regard tourné vers l'avant. Amir était assis à la table de la défense, non plus à côté de M. Lister, mais désormais entouré d'une nouvelle équipe juridique, 2 avocats spécialisés dans les droits civiques qui avaient accepté de se charger de l'affaire bénévolement, qualifiant cela de devoir. Leur regard était perçant, leur dossier bien organisé et leur voix imperturbable lorsqu'ils s'adressaient au tribunal. Ils avaient cru Amir dès le début et lui avaient rappelé, à chaque instant, que son histoire comptait. Il était assis entre eux, vêtu d'un costume bleu marine emprunté à un animateur associatif local. Sa cravate était légèrement de travers, mais il ne la raccommoda pas. Ses mains reposaient sur la table. Ses yeux ne quittaient pas le banc. La juge Rebecca Wells entra dans la salle d'audience, sa robe impeccable et la posture droite, mais ses yeux portèrent le poids de journées passées à jongler entre le droit et la mémoire. Elle avait à peine dormi. La semaine écoulée avait dénoué bien plus qu'une simple affaire. Elle avait dénoué les nœuds du silence de sa propre famille, l'obligeant à revisiter des blessures jamais complètement refermées. Mais lorsqu'elle regarda Amir, sa force tranquille, son regard fixe, elle comprit pourquoi elle était restée, pourquoi elle n'avait pas démissionné, pourquoi elle devait aller jusqu'au bout. Dreyer était assis de l'autre côté de l'allée. Il n'était plus en uniforme. Son costume sombre lui semblait raide, inconnu. Il n'était plus l'officier derrière son badge. Il était désormais assis à côté de son propre avocat, un homme qui chuchotait vite et griffonnait plus vite. Derrière eux se trouvaient des fonctionnaires municipaux, des représentants de la police, des observateurs juridiques et même des membres de la mairie. Leur présence n'était pas un soutien. C'était une façon de limiter les dégâts. Dreyer remua sur son siège, la mâchoire serrée, mais sa confiance avait disparu. Il ne regarda plus Amir. Pas une seule fois. La salle d'audience se tut tandis que la juge Wells ajustait le microphone. Sa voix, claire et ferme, résonna dans tous les recoins de la salle. Elle déclara que cette affaire avait commencé par un mensonge et qu'elle avait failli mettre fin à une vie. Ses paroles restèrent suspendues, sans précipitation ni adoucissement. Elle lut les conclusions lentement, délibérément, comme si elle voulait que chaque phrase soit mémorisée. Amir Wells, déclara-t-elle, n'était coupable de aucun chef d'accusation. Aucune preuve ne venait étayer les allégations contenues dans le rapport d'arrestation. Aucune justification au recours à la force. Aucun fondement juridique à la détention. Le tribunal reconnut la faute de l'agent Ronald Dreyer et le déféra aux enquêteurs fédéraux pour arrestation illégale, abus d'autorité et parjure. Une respiration collective fut retenue, puis relâchée. Mais la juge Wells n'avait pas terminé. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Puis, se tournant légèrement, elle regarda les caméras désormais braquées sur son banc, diffusant ses propos bien au-delà des murs du tribunal. Dans les salons, les salles de classe, les tribunaux et les commissariats de police de tout l'État. Cette affaire, dit-elle, rappelait combien les préjugés pouvaient facilement obscurcir la vérité. Un badge, poursuivit-elle, ne justifiait pas un mensonge. Et le silence, aussi calme soit-il en apparence, ne signifiait pas la culpabilité. Des exclamations résonnèrent dans la salle d'audience. Les journalistes se bousculèrent pour capter les citations. Les téléphones s'allumèrent. Dehors, les acclamations des manifestants commencèrent à monter. D'abord discrètes, elles montèrent, suffisamment fortes pour s'échapper par les portes.
L'avocat de Dreyer se leva pour protester, mais le juge Wells le fit taire d'un regard. Le marteau frappa une fois. Alors que le juge rendait sa décision, 2 agents fédéraux s'avancèrent. Ils s'approchèrent de Dreyer sans hésitation. Ses épaules se redressèrent un instant, puis retombèrent lorsque les menottes claquèrent autour de ses poignets. Il resta là, le regard vide, tandis que la salle observait l'homme qui détenait autrefois le pouvoir d'arrestation subir désormais les conséquences de ses actes. Il ne parle pas. Il ne se débattit pas. Il se laissa simplement emmener. Amir resta assis, figé. L'instant ne le frappa pas d'un coup. Il respirait peu. Ses doigts agrippèrent le bord de la table. Autour de lui, le bruit s'intensifiait, des voix qui chuchotaient, des journalistes qui s'agitaient, mais il n'entendait que l'écho du marteau. Sa mère se leva, le visage déjà ruisselant de larmes. Elle n'essaya pas de parler. Elle s'avança simplement, les bras ouverts, et Amir se leva pour la rencontrer. Leur étreinte était serrée, immobile, comme si se laisser aller pouvait tout défaire. Elle pleurait contre son épaule. Il la serrait contre lui, incertain encore que la tempête soit vraiment terminée. Arthur Wells avançait lentement dans la foule. Sa canne frappait le sol poli à chaque pas. Arrivé près d'Amir, il ne dit pas un mot. Il posa simplement une main sur l'épaule de son petit-fils, ferme, posé, fier. Ses yeux, rouges et vitreux, parlèrent pour lui. Le juge Wells descendit du banc. Elle marchait prudemment, le visage indéchiffrable, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant Amir. Les années qui les séparaient flottaient dans l'air. Elle regardait le garçon qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance, presque adulte, marqué par le poids de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû porter. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Ils se regardèrent simplement, 2 branches du même nom, réunies par l'injustice. Puis, d'une voix juste assez forte pour couvrir le bourdonnement de la salle, elle s'excusa de son absence. Amir hocha la tête. Il n'en avait pas besoin de plus. Ses yeux brillaient, mais il ne pleura pas. Il avait assez pleuré. Autour d'eux, les gens commencèrent à bouger. Certains s'embrassèrent, d'autres applaudirent, d'autres restèrent immobiles, digérant ce qui venait de se passer. La salle d'audience, autrefois pleine de tension, vibrait maintenant d'une autre énergie. Ce n'était pas vraiment de la joie, ce n'était pas de la célébration, c'était du soulagement. Un poids enlevé, ne serait-ce que pour un instant. Dehors, les acclamations s'étaient transformées en chants. Des journalistes bordaient les marches. Des responsables locaux faisaient des déclarations. Quelque part dans la foule, une petite fille qu'Amir avait dessinée à la bibliothèque brandissait un croquis de son cru, son visage, souriant, entouré d'étoiles. Elle le leva bien haut, mais à l'intérieur de la salle d'audience, Amir s'attarda. Il regarda une fois de plus le banc, l'endroit où sa vie avait failli être effacée par des suppositions, puis restaurée par la vérité. Le poids de ce qui s'était passé pesait encore sur lui. Le système n'avait pas été conçu pour des garçons comme lui. Pour des artistes discrets au carnet de croquis bien rempli et à la voix douce. Il n'était pas fait pour écouter les cris de détresse de gens comme lui. Mais ce jour-là, une seule fois, il l'a fait.